Donc, mesdames et messieurs, voilà, donc nous vous avons invité à cette conférence de presse sur cette proposition de loi posée dans la niche La République En Marche sur les fausses informations. Alors, on ne va pas y aller par quatre chemins. Cette proposition de loi, pour nous, nous paraît absolument inutile parce que l'arsenal législatif existe. Et qu'il y ait des problèmes de diffusion, de manipulation d'informations, oui, ça existe, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a un arsenal législatif et il y a surtout aussi des institutions qui sont capables de pouvoir réguler ce genre de faits, notamment le CSA, qui a pour prérogative de pouvoir réguler ce genre de faits, mais encore faut-il que le CSA applique et utilise ses prérogatives. Alors, la loi de 1881, elle permet, elle, dans l'article 27, je cite, que la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères, attribuées à des tiers lorsque faites de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 €. Donc voilà, ceci est fait. Et nous considérons aussi que cette loi est ciblée, extrêmement ciblée, sur une niche qui est la presse étrangère. Elle oublie de considérer la grandeur, en fait, du champ de l'information. Ce champ de l'information, il n'est pas couvert que par la presse audiovisuelle, écrite ou radiophonique. L'information, elle est diffusée aussi sur les plateformes Internet. Et donc, nous avions notamment des propositions pour rendre responsables ces plateformes, et notamment les GAFAM, en leur demandant notamment de coopérer avec la justice lorsque des cas de fausses nouvelles ou de manipulation de nouvelles sont avérés. Alors, je dis fausses nouvelles ou manipulation de nouvelles parce que le premier titre, c'était une loi contre les fausses nouvelles. Et en commission, le dernier article, la dernière intervention, était pour changer le titre. Et donc, ce titre, maintenant, c'est « Manipulation des nouvelles ». Alors, si c'est manipulation pour les rendre vraies, sait-on jamais. Le texte, lui, donc, cible avant tout des entreprises médiatiques étrangères, en occultant le fait que ces entreprises sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ça peut très très bien se passer aussi avec des médias nationaux sur notre territoire national qui diffusent des informations. Et on a pu le voir notamment dernièrement, ou les diffusent, ou les manipulent, ou tout du moins les orientent. Alors j'ai parlé du pouvoir du CSA, qui tendrait à être amplifié avec cette proposition de loi, puisque maintenant le CSA il lui serait possible dans tous les cas, de décider quelles sont les vraies informations des fausses informations. Et la définition de La République En Marche, c'est celle-là. Toute allégation ou imputation du fait dépourvu d'éléments véritables de nature à la rendre vraisemblable. Alors là, si vous voulez, c'est une définition tellement large, ça nous semble tellement large que, par exemple, si on prend une référence artistique, et comme chacun sait, l'art a pour déjà première essence d'être subjectif, eh bien on peut considérer que l'art, c'est une fausse information. Il suffirait pourtant que lui, le CSA, applique les prérogatives qui lui sont attribuées et sanctionne en fait, parce qu'il en a les moyens, les médias qui contreviennent à l'éthique journalistique. Cela suffirait. Ensuite, au niveau de la pluralité, ce que l'on peut constater, c'est que, vous le verrez dans les interventions qui vont venir cet après-midi dans l'hémicycle, notamment sur la première motion de rejet que je vais proposer, nous avons une uniformisation de l'information avec des premiers qui lancent l'information et d'autres qui la répètent, et des orientations. Je prends juste la réforme ferroviaire proposée aujourd'hui par le gouvernement. Dans les grands médias, ce qu'on a pu voir, c'est une hostilité certaine à cette réforme et à toutes les autres mobilisations sociales actuelles, notamment, puisqu'on a entendu des mots comme réforme inéluctable, on a entendu des privilèges. Parallèlement, on n'a pas pu entendre les opposants qui, eux, ont été accusés plutôt de preneurs d'otages, où on les a
plutôt accusé de paralyser le pays. Voilà, on a un sens de l'information qui est, lui, absolument pas pluraliste. Et c'est peut-être vers là qu'il faut aller. Et il faut aussi, pour vous, je crois aussi, journalistes, pour votre liberté, en finir avec le diktat de l'audimat. On sait très bien ce que nous avait dit un PDG du groupe TF1 sur et des Coca-Cola, par exemple, la vente de son produit, et donc sur le temps de cerveau disponible pour pouvoir vendre ce produit. La pluralité de l'information, c'est aussi le fait que 9 milliardaires aujourd'hui détiennent 90% de la presse. Et ça nuit effectivement grandement, et nul ne peut le nier, au pluralisme de l'information. Vous avez des exemples patents avec, en 2015, l'affaire Bolloré, Canal+, et Crédit Mutuel, qui a d'ailleurs doit découler la loi Bloch derrière. Et donc ces risques de conflit d'intérêts avec le pouvoir politique et plus de conflits d'intérêts, carrément de collusion, sont souvent avérés. Et Pierre Bourdieu, d'ailleurs, disait, il l'écrivait très justement, qu'il y a des choses qu'un gouvernement ne fera pas à Bouygues, sachant que Bouygues est derrière TF1. Ce sont là des choses tellement grosses et grossières que la critique la plus élémentaire les perçoit. Mais qui cache les mécanismes anonymes invisibles à travers lesquels s'exercent les censures de tous ordres et qui font de la télévision un formidable instrument de maintien de l'ordre symbolique. Eh oui. Eh bien, il y a peut-être des solutions, et c'est celle que nous allons proposer, notamment une qui serait celle d'interdire, par exemple, à un même groupe de posséder plusieurs formats de supports identiques, en réduisant notamment aussi le seuil de diffusion maximale de la presse quotidienne d'information politique et générale autorisée. Puis, ce qui est demandé, parce que le constat est fait dans le pays, la population est en défiance avec la presse en général aujourd'hui, c'est un constat. Et pour redonner de la crédibilité à l'ensemble de la profession, parce que cette profession est très importante au maintien et à l'amplification, je dirais même, de notre démocratie, eh bien, il y a peut-être des éléments à poser, notamment celui d'un conseil de déontologie, un conseil journalistique, je ne sais pas comment nous allons l'appeler. Ça a été proposé, ça a été proposé par nous, mais à demi-mot entendu par la majorité actuelle. Le problème, c'est qu'entendre et faire, ça fait deux. Et puis, on peut créer aussi une entité qui, en fait, est une coquille vide. Mais nous dirons quand même que cette entité existe, donc que l'on a fait l'effort de la proposer. Le droit des journalistes, puisque dans les conditions de travail aujourd'hui des journalistes, sont des raisons qui nous... Ce sont des conditions de travail qui nous interpellent. Et nous appelons notamment au renforcement du secret des sources des journalistes, très insuffisant d'ailleurs dans notre pays. Comme le disait Lou Maréoro, rédacteur du Canard enchaîné, s'il n'y a pas de protection de sources, les sources se tarissent et donc il n'y a pas d'information. Alors ce que nous allons nous défendre, en fait, c'est la liberté de la presse, la liberté d'expression. C'est dans ce sens-là que nous allons débattre, nous, en tout cas, pour notre part, le groupe de la France Insoumise, dans l'hémicycle. Et ce ne sera pas dans le sens d'une restriction des moyens de la presse. Ce sera justement l'inverse. Et puis j'ai parlé du conseil de déontologie, mais il y a des choses qui se sont passées déjà dans l'histoire de la presse, proprement dite. Si l'on regarde outre-Atlantique, en 1949, avait été posée la doctrine Fairness. La doctrine Fairness, ce sont les États-Unis donc, qui l'avaient mis en place de 1949 à 1987. Et cette doctrine devait renforcer la diffusion plurielle des opinions selon deux actions obligatoires. La première consistait à obliger les diffuseurs audiovisuels à consacrer une partie de leur temps d'antenne à des questions d'intérêt général propres à susciter des controverses. Et la seconde consistait en l'obligation de relayer les différents points de vue sur ces sujets. Donc une espèce d'obligation de contradiction et avec des temps d'antenne dédiés, des temps de colonnes, enfin des espaces de colonnes dans les journaux
écrit dédié à cette controverse et à cette contradiction. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Bien sûr, je répondrai à vos questions après, mais je souhaiterais que si l'un de mes amis autour de moi veut s'exprimer, il puisse le faire. Clémentine, voilà. Vas-y, je t'en prie. Michel a très bien présenté le cœur de notre critique à l'égard de cette proposition de loi, mais je voulais ajouter, compléter, mais c'est vraiment dans le même sens, un élément qui me paraît important, c'est que si le président de la République décide aujourd'hui, avec l'appui bien sûr de la République En Marche, qu'il dépose, on sait bien qu'ici, malheureusement, le groupe est souvent sous perfusion directe de l'Élysée. Donc, s'il décide de déposer cette proposition de loi, c'est dans une logique qui me paraît particulièrement dangereuse pour la démocratie, parce qu'au bout du bout, la question est qui décide de ce qu'est ou non une vérité? Qui va décider de ce qui est une vérité, de ce qui n'est pas une vérité? Je prends un exemple qui est un exemple extrême, et je le prends justement, puisque la liberté véritable, c'est justement de la laisser à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Prenons les climato-sceptiques. Bon, nous estimons que le réchauffement climatique n'est pas une question qui se débat, au sens où il y a des éléments scientifiques pour le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va traîner devant les tribunaux tous ceux qui contestent ces thèses? C'est ça une démocratie? Dans quel type de régime est-ce qu'on va avancer? Le débat public doit pouvoir avoir lieu par la contradiction, et les réseaux sociaux qui aujourd'hui permettent justement une démocratie plus horizontale, où effectivement on en voit des vertes et des pas mûres, et on est bien placé nous pour le savoir, hein, sur les réseaux sociaux on en prend quand même pour notre grade, comme d'autres, mais aussi, et je crois que si tout se termine derrière les tribunaux, au final, ça veut dire que l'État a la main mise. Et donc, Michel a eu raison d'insister sur le fait que ce qui élève le débat démocratique et qui permet, in fine, d'éviter les mauvaises nouvelles ou des campagnes qui seraient des campagnes un peu folles, c'est d'élever la qualité journalistique et la qualité du débat démocratique, et non pas d'avoir une version autoritaire du débat. Et le président de la République, malheureusement, est coutumier, prend les choses à l'envers, et le fait qu'il ait même annoncé ces fake news au moment où il a fait, je dirais à peu près l'interview d'un président de la République la plus courtisane de l'histoire de France, avec Laurent Delahousse, dans cette marche-là, vous vous souvenez, dans les palais dorés de l'Élysée, c'est un grand symbole, parce que quelque part, il piétinait le travail journalistique, le service public, et dans le même temps, il annonçait qu'une idée très autoritaire de ces fausses nouvelles allait se répandre, au lieu de s'en prendre à ce qu'est le mal, pas que français, mais français en particulier, qui est la concentration économique, qui est la précarisation du travail journalistique, et ça, on n'en parle pas, le président ne veut pas s'y attaquer, et c'est pourtant le cœur du problème. On a besoin des journalistes. Aujourd'hui, il y a eu encore des révélations après Mediapart sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, et on est bien là pour comprendre que l'investigation est importante, mais aussi la qualité des analyses. Et elle est mise à mal aujourd'hui par la précarisation de ce métier et par la concentration économique, qui est aussi une concentration des idées. Et nous, on se bat vraiment contre ça, et donc pour la liberté, et pour la liberté aussi d'expression sur les réseaux sociaux, avec des mesures qu'on avait proposées, si on veut prendre quelques garde-fous aussi, sur des questions assez fondamentales qui concernent la santé, la lutte contre le racisme ou le sexisme. Là, il n'y a plus personne, parce que pour la publicité ou d'autres, le gouvernement ne s'y attaque pas, parce qu'il n'a pas le courage de s'attaquer au lobby pour des raisons qui sont des raisons tristes et dogmatiques. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est face à une proposition qui est une proposition qui, si elle venait d'autres courants politiques, je pense qu'on aurait dans la presse beaucoup de cris d'orfraie pour expliquer qu'on est dans des dérives autoritaires dangereuses. Merci. Tu veux, Bastien? Oui. Juste pour rajouter à ce qui a été très bien dit sur le rôle des réseaux sociaux, parce que on nous explique qu'il y a des fausses nouvelles dirigées par certains médias qui sont relayés sur les réseaux sociaux. Mais le grand mystère de ces réseaux sociaux, c'est les algorithmes. Les algorithmes qui permettent à certaines pensées d'apparaître, ou qui permettent aux réseaux sociaux d'en faire disparaître d'autres. Aujourd'hui, comment peut-on savoir qu'une publication
de La République En Marche ou une publication de la France Insoumise subit le même traitement de la part de ces algorithmes. Nous n'avons aucun moyen, parce que ces algorithmes sont totalement secrets, alors que nous aurions besoin de rendre publics ces algorithmes, parce qu'il en va de la démocratie. Et le scandale Cambridge Analytica, je le rappelle, la France Insoumise a déposé une demande de commission d'enquête sur ce scandale pour savoir si ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire les malversations présumées sur l'élection de Donald Trump au Royaume-Uni sur le Brexit, est-ce que cela s'est passé en 2017 en France, oui ou non? Cette proposition est restée lettre morte de la part de La République En Marche, donc on voit bien qu'il y a une indignation sélective de la part du gouvernement et du président de la République. Et donc le scandale Cambridge Analytica démontre bien que l'influence des réseaux sociaux, l'influence de ces algorithmes sur nos démocraties elles-mêmes, sur le résultat des votes, cela remet en question même la légitimité de certaines élections tant que nous n'aurons pas la transparence sur ces éléments-là. C'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus important que les fausses nouvelles. Mais là, le gouvernement ne fait absolument rien, ne veut pas regarder, parce que cela semble lui servir jusqu'à maintenant. Oui, alors vous dire aussi notre étonnement, parce que finalement la majorité de cet hémicycle semble dire qu'il y a embouteillage de textes dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on trouve le temps, et pas mal de temps en plus, pour discuter du téléphone portable à l'école, ce qui pour nous fait l'objet purement et simplement des règlements intérieurs de l'école, et pas d'un cadre législatif, en tout cas pas qu'on se presse et qu'il y ait nécessité de s'empresser à légiférer sur le sujet. Et cette loi fake news qui, au-delà de ce qui a été dit, pose aussi les questions de son application concrète. Parce qu'il s'agirait, pour la compétence exclusive des magistrats, de décider en 48 heures du fait de savoir si une information est vraie ou si elle est fausse. Avec en plus l'incapacité, comme on est dans le cadre du tribunal de grande instance, de faire appel d'une décision qui serait prise. Donc ça pose aussi la question de la mise en application de cette loi. Par ailleurs, sur la définition elle-même d'une fake news, ça a été dit, mais on peut s'interroger. Quand, par exemple, Emmanuel Macron nous dit que sur le travail détaché, il a obtenu qu'à travail égal, salaire égal, alors qu'on sait que les cotisations sociales restent payées dans le pays d'origine, alors c'est une fake news. Quand ce gouvernement nous explique que parce que vous baissez les cotisations sociales, vous augmentez le salaire des gens, alors qu'en réalité les cotisations sociales font partie intégrante du salaire, c'est donc une fake news. À ce rythme-là, on pourrait beaucoup s'amuser effectivement à se renvoyer la balle. Alors j'ai bien compris que c'était uniquement dans le temps électoral, mais honnêtement, si on doit jouer au concours de fake news, je pense qu'il y en a beaucoup à mettre au crédit de La République En Marche. Donc ça a été dit, puisque le texte est à l'ordre du jour, nous abordons le débat de la manière suivante, en nous faisant les garants de la liberté de la presse. Michel a très bien résumé notre initiative et notre souhait de voir naître en France, un peu sur le modèle belge, cette idée de conseil déontologique du journalisme qui serait composé à la fois bien sûr de gens de la profession, y compris les pigistes et les travailleurs précaires du secteur, mais également des citoyens, des lecteurs, des lectrices, des auditeurs de la presse, mettre en cause bien évidemment l'hyperconcentration qui fait qu'aujourd'hui 9 milliardaires détiennent 90% de la presse. Nous voudrions également par exemple que le Parlement puisse voter pour savoir qui est président de l'audiovisuel public et non pas que ce soit simplement le fait du prince. Donc nous avons des idées, mais la manière dont la majorité souhaite entamer ce débat et les modalités d'application de cette loi nous paraissent absolument bien ridicules et inapplicables pour le peu. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit que nous allons débattre aujourd'hui avec eux, mais bien rappeler que pour nous, les enjeux se situent dans la déconcentration et dans cette idée de conseil déontologique. Et par ailleurs, je me permets d'insister pour dire que cette proposition est mise à disposition des citoyennes et citoyens, puisque ça fait l'objet d'une pétition qui est toujours en ligne à l'heure où l'on parle et qui peut être signée. Et l'occasion de ce débat permet aussi sans doute de relancer cette pétition et que les citoyennes et citoyens s'en emparent. Voilà. Même si mes collègues ont excellemment bien dit les choses, juste pour insister sur une dimension, bon, vous l'avez compris, on va profiter de l'occasion, et ça ne nous semble pas du tout être une astuce de notre part, de parler de la réalité du métier de journaliste, de comment l'information se fait, des conditions de précarité qui amènent parfois à ce que dans certaines rédactions, il y ait des informations de mauvaise qualité.
mais c'est sans doute dû à cette précarité qui est votre quotidien. Il y a un aspect sur lequel je voudrais souligner, parce que vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'ai l'esprit un peu taquin, mais une définition a été donnée de ce qu'était, il ne faut plus dire fake news, une fausse nouvelle. Et la définition est la suivante. Il s'agit de toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Hein, toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Alors, j'invite tout de même à la chaîne KTO à se faire un peu de soucis, ainsi qu'à ceux qui sont des habitués du jour du Seigneur le dimanche matin. Je plaisante à peine, mais il y a quand même un petit problème. Il y a dans ce pays des convictions spirituelles, que je respecte, mais qui sont basées sur des vérités révélées qu'il est difficile de prouver. Bon, donc c'est pas un petit sujet, mine de rien. C'est qu'on risque de se retrouver face à des situations où ça va être difficile de nous prouver que la Vierge Marie était réellement, avant la naissance de Jésus, ce que la religion catholique prétend. Non, mais je veux manquer de respect à personne. Je plaisante, mais je montre quand même qu'il y a là quelque chose qui peut nous entraîner sur des sables mouvants. Et le problème, c'est que cette loi risque surtout de désigner des menteurs officiels qui seront souvent en plus des adversaires idéologiques des idées majoritaires et du système économique. C'est ça la difficulté. Dans une situation où il existait déjà, nous semble-t-il, un attirail législatif qui permettait de saisir différentes instances lorsque l'un d'entre nous ou quelqu'un se sentait diffamé dans la presse. Il me semble que la 17e chambre à Paris passe son temps à statuer là-dessus. Donc il y a peu d'outils vraiment très pertinents, il y a des définitions fumeuses, peu de réflexion sur la réalité de métier de journaliste, la concentration des médias entre les mains de quelques-uns. Écoutez, on est plusieurs à être par exemple montés au créneau sur le fait que le groupe Carrefour va licencier beaucoup de salariés. J'en reparle parce qu'encore dernièrement, le groupe a annoncé que 4300 salariés vont se retrouver sur le carreau. Mais le journal Le Parisien, lorsque les premières annonces avaient été faites, avait titré, en présentant M. Alexandre Bompard, l'homme qui va révolutionner la grande distribution. Et la Société des journalistes du Parisien s'était même indignée du fait que cette une lui avait été un peu imposée, parce que M. Bernard Arnault est lui-même actionnaire du groupe Carrefour. Alors, fake news, pas fake news, liberté... Vous voyez, bon, tout ça amènerait à ce que, s'il y avait un conseil de déontologie, on pourrait discuter de tout ça. Et dans ce cadre-là, sans doute que tout à l'heure, nous verrons, parce que nous mènerons une bataille en recherchant à ce que des amendements soient adoptés. Mais tu l'as dit sans doute, Michel, nous nous opposerons à l'arrivée, si rien ne change, à ce texte de loi, aux potentialités, je dis bien aux potentialités liberticides. Merci. Bien. Eh bien, si vous avez des questions, nous vous écoutons et nous sommes 5, donc de toute manière, si je n'ai pas la réponse, j'ai 4 camarades qui pourront m'aider. Sur la définition en cause de dot de la fertilité salariale, je voudrais vous rassurer parce que je vois que la rapporteure Naïma Mouchou propose une nouvelle définition qui serait toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou trompeuse. Bien, eh bien, c'est la même chose, hein, je veux dire, mais c'est la même chose, mais avec d'autres mots. Voilà, ça dit exactement la même chose. Qu'est-ce qui est trompeur? C'est ce que disait Clémentine. C'est-à-dire que là, on va décider que l'information est trompeuse. Voilà, non, enfin, voilà, on dit la même chose avec d'autres mots. Voilà, c'est la même idée. Hein. Ils sont très embêtés avec ça, vous comprenez? Parce qu'en fait, l'idée quand même de cette loi, c'est de pouvoir vous gérer, vous, médias, vous, journalistes, au moment des élections. C'est-à-dire de dire, écoutez, vous allez suivre la doxa qui va vous être imposée, et voilà. Et si vous ne le faites pas, eh ben, vous serez susceptible d'être sanctionné au moment où ils le jugeront nécessaire. S'il n'y a plus de questions, oui. Sur un phénomène vraiment très précis, fake news, c'est un terme qui englobe Ouais. beaucoup de choses, et souvent avec qui on parle, c'est pas la même. Mais si on parle vraiment des individus ou des groupes qui se font passer sur Internet pour de vrais internautes, diffusent des informations qui sont sciemment trompeuses, dans le but, effectivement, en période électorale, sinon de manipuler, du moins d'introduire de la confusion dans le débat. Sur ce phénomène très précis, est-ce que finalement, pour vous, il faut passer par la loi, ou est-ce que c'est encore une fois peut-être une autorité indépendante qui, sur ce point vraiment très précis et très contemporain, Je vous l'ai dit au début de mon propos, il faut obliger les GAFAM
à donner et à, déjà d'une part à éviter le profilage, mais en tout cas à donner le signalement, donner effectivement les identités de ces gens qui diffusent des fausses informations. Il faut là les obliger, mais ça on peut légiférer, mais ça peut être dans un cadre nettement plus large que celui-ci. Et puis, Bastien Lachaud l'a dit, il y a des constructions d'informations, des diffusions d'informations, et vous le dites tout à fait pertinemment, il peut y avoir un blogueur qui n'a pas forcément une audience formidable, mais qu'on va aider à obtenir une audience relativement importante grâce à des circuits que vous connaissez sûrement mieux que moi. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, là, il y a quelque chose à faire. Alors, à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir connaître comment sont fabriqués leurs algorithmes, leur collecte et leur modération. Et c'est pareil aussi, j'ai envie de dire, pour les instituts de sondage. Les instituts de sondage qui, eux, pour le coup, ont une influence véritable lors des scrutins, puisqu'ils vont influencer véritablement le sens du vote national. Eh bien, je crois que ces instituts de sondage devraient jouer eux aussi la transparence en nous indiquant comment ils procèdent pour établir ces redressements. Vous voyez ? Là-dessus, si je peux ajouter quelque chose ? Mais bien entendu. Merci. Mais vous nous dites ceux qui se font passer pour des médias ou qui diffusent... Alors, très bien. Parlons de Alain Grand-Bernard, le blogueur fictif d'En Marche, qui, depuis le 4 février 2018, publie sur Medium des articles. Et quand on regarde sur les boucles de La République En Marche, nous avons des modérateurs qui invitent tout citoyen à contribuer à écrire de manière anonyme, sous ce pseudonyme, des articles prônant le soutien à la politique gouvernementale. Nous avons donc des citoyens anonymes, on ne sait même pas s'ils existent, qui publient sous un faux compte des soutiens au gouvernement. N'est-ce pas là, clairement, ce que vous dites, quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et donc, cela devrait être, à mon avis, la première victime de la future loi fake news. Je veux juste ajouter sur les fausses nouvelles et votre nouvelle définition. Elle ne règle pas le problème. Des idées... Non, je sais bien la définition que vous livrez, celle de la rapporteure. Je vais donner un autre exemple. L'amiante ou la question des OGM. À un moment donné, vous avez des précurseurs qui disent, écoutez, il y a un problème sur l'amiante, c'est dangereux pour la santé. Bon. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est précurseur? On dit c'est une fausse nouvelle, on les met devant les tribunaux et on dit écoutez non, il n'y a pas de preuve, vous êtes condamné, c'est mauvais pour telle entreprise, Monsanto, pour telle autre. Voilà, si on rentre dans cette logique-là, c'est vraiment une atteinte au débat public et qui sera toujours du côté du pouvoir en place et des idées en place. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que c'est une loi qui va s'attaquer à tout ce qui n'est pas totalement dans la norme du moment, dans ce qui est la vérité du moment dominante. Et donc c'est une attaque profonde vis-à-vis des oppositions, vis-à-vis du pluralisme. Et je crois que ce qu'on doit attendre, c'est un plus haut niveau d'élévation de l'éducation, de la production journalistique. C'est ça qui va élever les consciences. Moi, je vais vous dire, je prends un autre exemple. Dans certaines classes, par exemple, des profs expliquent que les Américains sont allés sur la Lune et des élèves, parfois, les 3/4 de la classe, vous expliquent que ce n'est pas vrai. Bon, est-ce que vous croyez que ce qu'ils ont dans la tête va se régler parce qu'au tribunal, certains vont être mis devant les tribunaux pour leur expliquer que ce n'est pas la vérité? Non, il faut réussir à convaincre. Sinon, vous rentrez dans un système qui est un système profondément autoritaire et qui sera à la main du pouvoir en place par l'autorité administrative, mais aussi du pouvoir en place au sens de la domination, de l'hégémonie culturelle. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment vent debout contre cette affaire-là. Et ce n'est pas une tournure ou une autre, Il y a déjà des éléments dans la loi pour faire ce qu'il y a à faire pour les choses qui peuvent sembler baroques. Et voilà, il y a déjà ce qu'il faut. Donc là, quand on réinsiste, c'est bien qu'il y a une volonté qui est une volonté claire, autoritaire, vis-à-vis du débat public qui doit rester libre et pluraliste et qui doit même être plus libre encore et plus pluraliste encore. Et pour finir là-dessus, la meilleure garantie pour lutter contre les fake news, c'est l'exercice du discernement. C'est l'apprentissage, c'est l'éducation. Oui, l'éducation aux médias. Et
Oui, mais ça se fait aussi à l'école, ça se fait longtemps avant. C'est-à-dire que cet exercice, cet apprentissage du discernement, parce qu'en fait, c'est un réapprentissage du discernement, parce que là aussi, il y a certaines vérités révélées qu'il faut mettre à bas, et donc donner les moyens aux enfants, et aux gens même maintenant un peu moins enfants, de pouvoir avoir les outils de discernement. Alors, il y a certains outils qui existent sur Internet, mais il y a aussi l'exercice déjà du libre arbitre, et puis l'exercice du discernement, c'est-à-dire d'aller chercher et de se faire une idée par soi-même, de ne pas forcément suivre la doxa journalistique des grands médias, absolument. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Non. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu et à très bientôt, sûrement.